Quand mon fils est sorti dans le jardin et qu'il n'a vu personne, il a levé vers moi ses grands yeux pleins d'espoir et m'a demandé « Maman, personne n'a voulu venir ?» J'ai forcé un sourire pour qu'il ne remarque pas la douleur dans ma poitrine. J'ai dit que peut-être tout le monde était simplement en retard. Peut-être des embouteillages. Peut-être n'importe quoi, sauf la vérité. Il a de nouveau regardé les décorations spatiales que nous avions accrochées ensemble la veille au soir. Les ballons, attachés à la clôture, se balançaient doucement dans le vent, intacts. Le gâteau trônait bien au centre de la table pliante, avec son prénom tracé en glaçage bleu. Mathis, 8 ans. Et toute la joie s'est noyée dans une rangée de chaises vides. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi. La voisine, Madame Vauquelin, s'est penchée au-dessus de la clôture et, de façon à ce que Mathis entende parfaitement, a lancé « Personne ne fait quoi que ce soit avec une famille brisée ». Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce qu'un seul mot de plus et je me serais effondrée. Mathis était resté immobile. Ses petits poings s'étaient resserrés le long de ses cuisses. Je voyais qu'il faisait tout pour ne pas pleurer. Je voulais tout réparer, là, tout de suite. Lui offrir de la joie, lui faire sentir qu'on le voyait, qu'il comptait. Mais je me sentais impuissante. Et soudain, de nulle part, un fourgon noir s'est arrêté le long du trottoir. Il s'est approché lentement, sans bruit. Le moteur s'est éteint. Les portières se sont ouvertes. 3 hommes en uniforme de l'armée de l'air et de l'espace sont descendus, et l'un d'eux portait un gâteau. La rue s'est figée. Je m'appelle Aline Perrin, et voilà maintenant 1 an que j'élève seul mon fils, Mathis. Je ne m'attendais pas à devoir l'élever sans personne. Je n'avais jamais envisagé d'être mère célibataire à 35 ans. Mais la vie ne prend pas l'habitude de te demander si tu es prête avant de te briser. Le père de Mathis nous a quittés au printemps dernier. Il n'y a pas eu de dispute violente, ni de rupture dramatique. Il a simplement cessé d'essayer de maintenir ce qui existait. Un soir, il est rentré du travail, a dit qu'il avait besoin d'être seul, a jeté quelques affaires dans un sac et est parti s'installer dans un appartement à l'autre bout de la ville. Peu à peu, il s'est dissous hors de nos vies. Au début, je tenais bon pour Mathis. Je maintenais une routine normale. Préparer les repas, aller aux réunions à l'école avec un sourire crispé. Mais à l'intérieur, tout en moi se fissurait. Mathis n'a jamais demandé pourquoi papa n'était plus là. Il est juste devenu plus silencieux. Il a commencé à dormir avec la lumière allumée. Il a arrêté d'inviter des amis à la maison. J'essayais d'adoucir les choses comme je pouvais. Je saupoudrais ses crêpes de montagne de vermicelle sucrée. Je restais assise près de lui à regarder pour la 20e fois le même documentaire sur les dinosaures, juste pour entendre son rire. Le samedi, nous construisions des forteresses de couverture dans le salon et faisions semblant d'explorer des planètes inconnues. Mathis a toujours eu une imagination débordante. Il croit en la bonté, aux gentils, aux héros. C'est le genre d'enfant qui dit « merci » au facteur et qui caresse les chiens errants. Alors, quand il m'a dit il y a 3 mois qu'il voulait cette année un vrai anniversaire, avec des jeux, des décorations, un gâteau et des amis, j'ai répondu sans hésiter « oui ». Je prenais des heures supplémentaires à la brasserie. J'ai arrêté d'acheter du café à emporter, je faisais moi-même ma manucure. Chaque euro de côté allait dans une enveloppe blanche cachée dans un tiroir de la cuisine, avec cette inscription « Le grand jour de Mathis ». C'est lui qui a choisi le thème « Camp d'entraînement des explorateurs de l'espace ». Nous fabriquions ensemble des fusées en carton. Il voulait un costume d'astronaute et je lui ai trouvé le casque parfait dans une ressourcerie du centre-ville. Les invitations, nous les avons écrites à la main. Je l'ai aidé à les distribuer à l'école. Il était fier de lui. Chaque jour, il me disait combien il restait de temps. « Encore 8 jours, maman. Encore 4 jours, maman. Demain, c'est le lancement. » Il me demandait si le trampoline en forme de lune que j'avais loué plairait à ses amis. Je lui répondais que, bien sûr, ils adoreraient. Mais au fond de moi vivait une inquiétude silencieuse, une peur que je n'osais pas formuler. Après le divorce, tout a changé.
Les parents avec qui je discutais autrefois à la sortie de l'école se contentaient à peine de me dire bonjour. Certains annulaient les jeux entre enfants sans explication. D'autres disaient des choses comme « On est très pris en ce moment ». J'essayais de ne pas le prendre personnellement. Je me convainquais que chacun avait ses propres soucis, mais je connaissais la vérité. Dans notre petite ville, une mère célibataire porte presque une marque invisible sur le front. D'autant plus quand son ex n'était pas juste un type du coin, mais un entraîneur de football associatif, respecté et très présent dans la vie locale. Les gens choisissaient quand même leur camp, même si je ne leur avais rien demandé. Mais je ne voulais pas que Mathis le ressente. Je ne voulais pas qu'il porte le poids de mon mariage brisé. La veille de la fête, nous sommes restés debout très tard, à gonfler des ballons et à coller des étoiles argentées sur la clôture. Il m'a dit que ce serait le plus beau jour de sa vie. Je lui ai répondu que j'avais hâte d'y être. Je me souviens de la façon dont il inspectait tout une fois terminé. Debout au milieu du jardin, les bras croisés, comme un capitaine vérifiant son vaisseau. « Tu crois que ça va leur plaire ?» a-t-il demandé. « Je suis sûre que ça leur plaira », ai-je répondu. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, à fixer le plafond. Dans ma tête tournaient en boucle les invitations, les sourires que je croyais avoir vus sur les visages des autres enfants. Je voulais croire au meilleur. Le matin de la fête, j'ai préparé à Mathis son petit déjeuner préféré, des crêpes à la banane avec des pépites de chocolat. Il a gardé toute la journée son costume d'astronaute et ne cessait de demander l'heure. Combien de minutes restait-il avant que tout le monde arrive ? À 14 heures pile, nous avons ouvert le portail. La musique a démarré. Le gâteau était prêt. Sur la table de fête, il y avait des sachets de cadeaux, des télescopes en plastique et des autocollants phosphorescents. Nous attendions. Chaque minute me déchirait de l'intérieur, comme une coupure fine mais empoisonnée, qui ne te laisse ni respirer, ni oublier. Il regardait sans cesse la rue. À chaque voiture qui passait, il courait jusqu'au portail, puis revenait un peu plus lentement. Au bout d'une heure, il a demandé si peut-être il s'était simplement perdu. J'ai répondu « Peut-être, peut-être ». Mais au fond de moi, je savais. Et quand la voisine a prononcé ces mots, me rappelant comment les gens nous regardaient désormais, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Mathis fixait toujours les chaises vides lorsque j'ai murmuré « On fera quand même de cette journée quelque chose de spécial ». Je le disais sincèrement, mais je ne savais pas comment. Pas encore. À 15 heures, j'ai compris. Personne ne viendrait. Je consultais sans cesse mon téléphone, alors qu'aucune notification n'apparaissait. Pas un seul « on est en retard » ou « on arrive ». Juste le silence. Mathis était assis à la table de fête, toujours avec ses gants d'astronaute, et essayait d'ouvrir une petite brique de jus. Je le regardais lutter et je suis allée l'aider. Il a souri et a dit « Peut-être qu'ils se sont garés loin et qu'ils viennent à pied. » J'ai hoché la tête. Oui, peut-être. Mais mon cœur se brisait. La musique que j'avais choisie pendant 1 heure m'a soudain paru trop forte, déplacée, et j'ai baissé le volume. Les ballons attachés le matin pendaient sous le soleil. L'un a éclaté. Mathis a sursauté. Il a ri nerveusement et a regardé autour de lui. Pour voir si quelqu'un avait remarqué. Personne n'avait remarqué. Il m'a regardé et a chuchoté « Je crois qu'on ferait mieux d'attendre à l'intérieur. Peut-être qu'ils viendront quand il fera plus frais. » Nous avons rassemblé les sachets de cadeaux encore intacts. Je voyais comment il évitait de regarder les chaises vides. Je voulais lui enlever toute cette douleur, mais je ne savais pas comment. Pas cette douleur-là. Nous sommes entrés dans la cuisine. Je lui ai dit de commencer le jeu de piste et j'ai fait semblant de m'occuper du gâteau. En réalité, il me fallait juste quelques minutes pour pleurer. Je me suis tournée vers le réfrigérateur et je me suis mordu la joue jusqu'au sang, simplement pour ne pas sangloter à voix haute. Et c'est alors qu'il a demandé depuis le salon « Maman, c'est mal ? Une famille brisée ?» Je suis restée figée. Mes mains serraient encore le bord du plan de travail. Je me suis lentement retournée. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon cœur ?» Il m'a regardée avec des yeux bien trop sérieux pour un enfant de 8 ans. Madame Vauquelin a dit que personne ne voulait venir.
parce qu'on est une famille brisée. La voilà, la phrase qui m'a écrasée. Je suis tombée à genoux devant lui et j'ai retiré son casque. Non, ai-je dit d'une voix ferme. Nous ne sommes pas brisés, nous sommes forts. Le fait que nous ne soyons que tous les deux ne veut pas dire que nous valons moins que les autres. Il a hoché la tête, comme s'il me croyait. Mais dans ses yeux, il restait encore des questions. Cette femme s'était toujours autorisée de petites piques, des allusions au fait que Mathis jouait souvent tout seul, des phrases du genre que je faisais de mon mieux, comme si c'était une œuvre de charité pathétique. Mais c'était la première fois qu'elle laissait couler son venin directement devant mon fils. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé à travers le rideau. Elle était dans son jardin et taillait calmement ses rosiers, comme si elle ne venait pas de planter un couteau dans le cœur de mon enfant. J'ai ouvert la porte de derrière et suis sortie sur la petite marche. Elle n'a même pas tourné la tête vers moi. Belle affluence. A-t-elle lâché d'un ton acide, sans lever les yeux? On dirait que personne n'a envie de se mêler à des situations gênantes. J'ai eu envie de lui hurler dessus, de traverser sa haie et de lui cracher en face tout ce que je pensais de ses paroles immondes. Mais je ne l'ai pas fait, parce que Mathis se tenait derrière moi et regardait. Et je ne voulais pas qu'il me voie devenir une femme défigurée par la colère et la haine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Vous n'auriez pas dû dire ça devant mon fils. » Elle a enfin levé les yeux vers moi. Il vaut mieux que les enfants sachent pour la vérité dès le départ. La vie, tu sais, ce n'est pas un conte de fées. J'ai refermé doucement la porte et je me suis retournée vers Mathis. Il avait remis son casque. C'est lui qui avait relancé le jeu de piste. Il s'était caché derrière le canapé avec son télescope en plastique, en faisant semblant de chercher des extraterrestres. Je l'ai regardé quelques secondes. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour tenir bon. Je ne pouvais pas laisser son 8e anniversaire se graver dans sa mémoire comme ça. Impossible. J'ai attrapé l'enceinte et j'ai remis la musique à fond. Je suis sortie dans le jardin et j'ai crié « Commandant Mathis, ici le centre de contrôle. Préparez-vous au lancement. » Il a passé la tête depuis l'angle de la porte. « Vrai de vrai ? » »« Absolument. On a une mission. Des formes de vie extraterrestres ont envahi le secteur 4. » Le visage de Mathis s'est illuminé. Il a jailli dans le jardin et a pointé solennellement un arbre près de la clôture. « Il se cache derrière cet astéroïde. » Et nous étions de nouveau dans le jeu. Nous courions. Nous esquivions des lasers invisibles. Son rire était plus fort que tout ce que j'avais entendu ces dernières semaines. Il était en sueur dans son costume, mais ça ne le dérangeait pas. Moi non plus. À un moment, j'ai repris mon souffle et j'ai regardé autour de moi. Aucun invité, aucun message de confirmation. Juste mon fils et moi. Mais dans sa voix, la joie était revenue. Et c'était déjà énorme. Et puis, juste au moment où nous nous apprêtions à prendre d'assaut le vaisseau mère des extraterrestres, notre cabane au fond du jardin, nous l'avons entendu. Les pneus. Le gravier qui crissait. Je me suis tournée vers la rue. Un fourgon noir se garait le long du trottoir. J'ai d'abord pensé que c'était une livraison. Peut-être que quelqu'un avait envoyé une surprise pour Mathis. Peut-être que ma mère avait commandé quelque chose à la dernière minute. Peut-être n'importe quoi qui ajouterait au moins une goutte de magie à cette journée. Mais ce fourgon-là était différent. Noir mat, sans logo. Du genre que l'on s'attend à voir dans un film, pas dans notre petite rue tranquille au monospace familier et aux carillons accrochés devant les maisons. Il s'est arrêté lentement juste devant chez nous. Le moteur s'est coupé. Instinctivement, je me suis placée devant Mathis. La porte latérale s'est ouverte en douceur. 3 hommes en sont descendus, l'un après l'autre. Ils portaient des uniformes impeccables de l'armée de l'air et de l'espace, repassés, chaussures brillantes. L'un, grand, la quarantaine, tenait entre ses mains gantées une boîte à gâteaux. Le deuxième portait un gros cadeau emballé. Le troisième, avec des lunettes d'aviateur, avait l'air tout droit sorti d'une affiche de recrutement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai regardé Mathis. Il était figé,
serrant toujours son télescope en plastique dans la main. Le premier à s'avancer fut l'homme au gâteau. Il s'est arrêté dans le jardin et a posé sur moi un regard doux. « Madame, » dit-il, « nous sommes à la recherche du commandant Mathis Perrin. » Mathis a cligné des yeux. « C'est moi. » Le visage de l'homme s'est éclairé d'un sourire. « Commandant, nous avons été informés qu'aujourd'hui était votre jour de lancement. Nous sommes venus faire notre rapport de préparation et livrer le ravitaillement en provenance de la base. » Je le regardais, abasourdi. Je ne comprends pas. Comment vous... » Il a levé son téléphone et m'en a montré l'écran. Il y avait ma publication de ce matin sur les réseaux sociaux. La photo de Mathis assis tout seul sur sa chaise de fête, sous une banderole aux étoiles et planètes. Et ma légende: je voulais juste une journée heureuse pour mon petit garçon. J'avais écrit ça dans le désespoir, en espérant que quelqu'un, quelque part, entendrait. Je n'aurais jamais imaginé que ça marcherait vraiment. Nous étions en repos, on terminait un entraînement avec un groupe local, a poursuivi l'homme. On est tombé sur votre message. On s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Je ne savais pas si je devais pleurer ou les serrer dans mes bras. Mathis me regardait avec de grands yeux écarquillés. « Ils sont vrais ?» a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête lentement. « Les plus vrais qui soient, mon chéri. » Les militaires sont retournés au fourgon et ont commencé à décharger. Pas un seul cadeau, mais plusieurs. Un vrai télescope. Un kit pour assembler une fusée. Une photo dédicacée d'un astronaute. L'un d'eux a sorti une table pliante, un autre a installé des chaises, et l'homme au gâteau a déposé soigneusement le sien au centre de notre table de fête, à l'endroit exact où notre gâteau commençait déjà à fondre au soleil. Le gâteau était bleu nuit, parsemé de minuscules étoiles et planètes comestibles. Et au centre, en glaçage blanc, « Commandant Mathis, mission accomplie ». Mathis est resté figé, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Et là, l'un des militaires s'est agenouillé et lui a tendu un insigne. « Ceci est pour vous, commandant. Détachement d'honneur des explorateurs de l'espace. Bienvenue parmi nous. » Mathis l'a pris à deux mains et l'a contemplé comme si c'était de l'or. Puis, avec une immense fierté, il a salué. Les hommes se sont redressés et ont rendu son salut. Silence, respect, force. J'ai entendu la porte d'en face grincer. Madame Vauquelin est sortie sur son perron, son sécateur à la main. Elle a plissé les yeux en voyant les uniformes, puis est retournée chez elle, sans un mot. Quelques autres voisins ont soulevé un coin de rideau. Personne n'a rien dit. On aurait dit qu'une vague de silence et de respect s'était abattue sur toute la rue. Puis Mathis s'est tourné vers moi. « Maman, est-ce que je peux les inviter à jouer au jeu de piste ?» J'ai éclaté de rire. Un vrai rire. Pour la première fois de la journée, je crois que ce serait un honneur pour eux. Le reste de la journée, nous avons eu une vraie fête. Pas celle que j'avais prévue, mais bien mieux. Ils ont aidé Mathis à chercher des artefacts extraterrestres dans le jardin. L'un lui a fait essayer un véritable béret militaire. Un autre lui a montré comment se tenir bien droit au garde-à-vous. Mathis buvait chaque seconde. Et moi, je restais là, à côté, à essayer de graver pour toujours l'expression de son visage. Radieux, sûr de lui, visible, ni oublié, ni abandonné. Ce n'était pas une opération de sauvetage, c'était un rappel que parfois, quand ceux qui te sont le plus proches te déçoivent plus que tout, la bonté de parfaits inconnus peut prendre la forme d'un miracle. Je ne savais pas qui avait partagé ma publication, ni jusqu'où elle avait voyagé. Mais d'une façon ou d'une autre, elle avait atteint les cœurs qu'il fallait. Et ces cœurs sont venus, dans un fourgon noir, avec un gâteau, avec un sens de l'honneur qui a rempli la journée la plus vide de quelque chose d'inoubliable. Le soleil commençait à décliner lorsque nous avons découpé le gâteau. Mathis se tenait en bout de table, avec son casque spatial toujours sur la tête, entouré des hommes en uniforme qui l'applaudissaient et l'encourageaient, pendant que j'allumais les bougies. Je regardais son visage briller dans la lumière vacillante, ses yeux grands ouverts, ses joues en feu à force de rire et de courir. Je gardais le briquet allumé un peu plus longtemps que nécessaire,
comme si je pouvais brûler cette scène dans ma mémoire. « Alors, commandant, » a dit l'homme qui avait apporté le gâteau. « Faites un vœu, et préparez-vous au lancement. » Mathis a fermé les yeux très fort. Je voyais ses petits poings se serrer, comme si le vœu devait traverser chaque parcelle de son corps avant qu'il ne souffle. Un grand souffle, et tout était éteint. Des exclamations ont fusé. Tout le monde a applaudi, quelqu'un a sifflé de joie, et l'un des militaires a tapé dans la main de Mathis avec une telle énergie qu'il a presque perdu l'équilibre. Pendant que je découpais le gâteau, l'un des hommes s'est penché vers moi et a dit doucement « C'est un chouette petit garçon. Vous faites les choses comme il faut. » Ces mots ont failli me briser. J'ai acquiescé, en souriant beaucoup trop largement et en clignant des yeux beaucoup trop vite, pour ne pas fondre en larmes là, tout de suite, avec mon couteau en plastique à la main. Nous avons distribué les parts. J'ai sorti un jus de la glacière, je l'ai tendu à Mathis et je me suis assise à côté de lui dans l'herbe. Il s'est blotti contre moi et a chuchoté « Maman, ce sont des super-héros ?» J'ai souri « Des vrais, de la vraie vie. » Il a réfléchi. « Je crois que je ne veux plus être explorateur de l'espace. » J'ai baissé les yeux, prise au dépourvu. « Ah bon ?» Il a secoué la tête et a désigné l'un des militaires qui lui montrait comment plier un avion en papier pour en faire un chasseur à réaction. « Je veux faire ce qu'ils font, eux. Je veux aider les gens qui sont aussi tristes que moi, je l'étais. » Je n'ai rien trouvé à répondre parce qu'à cet instant, j'ai compris que quelque chose avait changé en lui. Mathis n'était pas seulement heureux parce que quelqu'un était venu. Il avait senti une force. Il avait senti qu'il avait de la valeur. On l'avait enfin vu, comme personne ne l'avait vu depuis des mois. Cette douleur sourde et invisible, qui vivait en lui depuis le départ de son père, n'avait pas disparu, mais quelque chose en elle s'était déplacé. Quelque chose s'était desserré. Et c'était plus précieux que n'importe quel cadeau ou n'importe quelle fête que j'aurais pu organiser. Plus tard, après le gâteau et les jeux, les militaires se sont alignés devant la cabane, le vaisseau mère des extraterrestres, de Mathis, et ont demandé s'ils pouvaient organiser une cérémonie spéciale. « Bien sûr », ai-je répondu. Ils l'ont placé bien droit, devant la cabane, le casque sous le bras, comme un vrai cadet. Alors l'homme avec l'insigne a lu à haute voix, d'une voix claire et solennelle, sur une petite carte. « Commandant Mathis Perrin, pour votre courage face à la solitude, pour avoir maintenu un moral exemplaire malgré une mission compromise, et pour une détermination au-delà de votre grade, nous vous accueillons officiellement dans le corps de jeunesse d'honneur de l'armée de l'air et de l'espace française. » Il a accroché un deuxième insigne sur la poitrine de Mathis et lui a rendu son salut. Mathis s'est redressé comme je ne l'avais encore jamais vu. Sa lèvre inférieure a légèrement tremblé, mais il a tenu bon. « J'accepte la mission », a-t-il dit. Tout le monde a applaudi. Ce n'était pas simplement émouvant, c'était sacré. Ce moment, plus que tous les autres, je le garderai en mémoire pour toujours. Quand ils ont tout rangé, les militaires m'ont serré la main l'un après l'autre. Chacun a ajouté un mot gentil. « Vous êtes une mère formidable. Vous avez un garçon extraordinaire. Vous avez rendu cette journée inoubliable. » À ce moment-là, je n'essayais même plus de cacher mes larmes. Je ne faisais que leur répéter « merci » encore et encore. Comment répondre autrement à ça? Le dernier, déjà en train de monter dans le fourgon, s'est retourné. « Hé !» a-t-il crié à Mathis. « La prochaine fois que tu prépares une mission, préviens-nous. On amènera tout l'équipage. » Mathis a salué. « À vos ordres, mon commandant. » Et puis, aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, ils ont disparu. Dans la rue, plus personne n'a prononcé un mot. Les Vauquelins ne sont pas ressortis. Les autres voisins observaient derrière leurs rideaux et leurs stores. Mais ils avaient tout vu. Faire semblant que rien ne s'était passé serait désormais impossible. Mathis et moi, nous nous tenions au milieu du jardin, couverts de miettes de gâteau, de serviettes froissées et de ballons éclatés. Ça ressemblait à un champ de bataille, mais ça se vivait comme un rêve. Mathis m'a regardé. « Maman ? » ?»« Oui, mon cœur. »« Tu crois qu'ils m'ont vraiment aimé ?» Je me suis penchée, j'ai touché son insigne et j'ai dit « Ils ne t'ont pas seulement aimé,
Mathis. Ils t'ont respecté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu qu'il y croyait. Dans la nuit, quand nous avons balayé les dernières miettes et que le dernier ballon s'est dégonflé, je me suis retrouvée debout devant l'évier de la cuisine, à regarder par la fenêtre vers Mathis. Il était dehors, en pyjama, sous les étoiles, avec son nouveau télescope. Il n'avait pas enlevé son insigne d'honneur de toute la soirée. Il pendait un peu de travers sur son t-shirt et brillait à la lumière de la lune, comme une médaille gagnée au combat. L'eau coulait depuis trop longtemps. Je ne lavais presque pas la vaisselle. Je repassais simplement la journée en boucle. Chaque blessure, chaque surprise, chaque sourire qui avait ressemblé à un miracle. Ce n'était pas la fête que j'avais prévue, pas l'anniversaire que j'avais imaginé pour lui. Mais c'était, semble-t-il, exactement celui dont il avait besoin, et dont, peut-être, moi aussi j'avais besoin. Un peu après 21h, je l'ai appelé pour rentrer. Il a déboulé avec les joues rouges, les yeux brillants et son télescope serré contre lui comme un tout petit bébé. « Je peux le laisser à côté de mon lit pour la nuit ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, » ai-je répondu. Nous avons fait notre rituel du soir. Brossage de dents, toilette, pyjama. Quand j'ai relevé la couette et que je l'ai bordée, j'ai remarqué un changement. Il ne m'a pas demandé de laisser la lumière allumée, il n'a pas dit qu'il avait peur du noir tout seul. Il a simplement pris ma main et a dit « Merci pour aujourd'hui ». Je me suis assise au bord du lit et j'ai lissé ses cheveux. « Tu as été très courageux. Je suis fière de toi. Je crois que papa serait fier aussi », a-t-il ajouté, sans tristesse, juste comme un fait avec lequel il apprenait à vivre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas briser ce moment en y déposant ma propre douleur. Je me suis contentée d'acquiescer. Oui, je crois qu'il le serait. Mathis a fermé les yeux et a serré son insigne télescope contre lui, comme une relique. Quelques minutes plus tard, il dormait. Je suis restée assise plus longtemps que nécessaire, simplement à écouter sa respiration. Il y a quelque chose de particulier dans le moment où ton enfant recommence à rayonner après une longue période d'ombre. Ce n'est pas juste du soulagement, c'est une forme de renaissance. Quand je suis enfin sortie de sa chambre, j'ai regardé mon téléphone. Des dizaines de notifications. Mon message avait été partagé des centaines de fois, des commentaires de gens que je ne connaissais pas, venus de toute la France. Des propositions d'envoyer des cadeaux, des cartes. Une femme avait même écrit qu'elle voulait traverser tout le pays pour organiser une vraie fête pour Mathis l'année suivante. Je lisais chaque message, chaque mot gentil, et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas la solitude. Un commentaire en particulier m'est resté. Une femme avait écrit « J'avais peur de quitter mon mari, parce que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans une famille brisée. Mais en voyant ce que vous avez fait pour votre fils, j'ai compris que la vraie intégrité, ce n'est pas forcément deux parents sous le même toit. » Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fondu en larmes. Pas de tristesse. Parce que, enfin, je croyais à ce que j'essayais de me dire depuis des mois. Nous n'étions pas brisés. Nous étions en train de guérir. Et la guérison ne ressemble pas toujours à une musique douce et à des citations inspirantes. Parfois, elle a la forme d'un gâteau à moitié mangé, d'un jardin rempli de chaises vides et d'un fourgon noir qui se gare devant chez toi au moment le plus inattendu. Parfois, elle ressemble à un inconnu qui vient parce qu'il a vu ta douleur et a décidé de faire quelque chose. Le lendemain matin, il s'est passé quelque chose d'étrange. Alors que je sortais les poubelles, Madame Vauquelin est sortie de chez elle. Pour la première fois, il n'y avait ni suffisance ni jugement sur son visage. Plutôt une certaine hésitation. Elle a toussé pour s'éclaircir la voix. Belle affluence hier, à ce que je vois. Je n'ai rien répondu. Elle a baissé les yeux en tortillant la manche de son cardigan. Je ne savais pas que les gens faisaient encore ce genre de choses. Venir en aide à des inconnus. Je me suis contentée de la regarder. Parfois, les inconnus sont meilleurs que les voisins. Elle n'a rien ajouté, a seulement hoché la tête une fois et est rentrée chez elle. Je n'avais pas besoin de ses excuses.
Je ne faisais plus rien pour des gens comme elle. Je le faisais pour Mathis. Ce petit garçon qui continue de croire aux étoiles, même quand le ciel est couvert. Et pour moi, cette mère qui a enfin recommencé à se souvenir comment croire, à côté de lui.